L'Eldorado équato-guinéen qui désillusionne des centaines de Camerounais en permanence chassés de la Guinée équatoriale. La dernière opération a démarré, c'était le 20 octobre dernier, suivi d'une vague d'indignation. Comprendre cette opération d'expulsion forcée des étrangers en terre équato-guinéenne, notamment de la sous-région Afrique centrale, à l'ère de la promotion de la zone de libre-échange continentale africaine, sera la problématique de cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre invité pour cette édition est un journaliste et directeur de publication du journal Ouest Écho. Il est homme politique, UPCiste. Éclador Pécois, bonjour. Bonjour Monique et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International qui suivent cette émission de la rétro. Vous êtes un habitué de ce plateau, vous êtes journaliste, vous suivez les faits d'actualité. Au regard de votre analyse, Éclador Pécois, dites-nous, les Camerounais sont-ils victimes de xénophobie ou pas en Guinée équatoriale? Xénophobie, peut-être que le thème est très fort. Hein. Moi, je comprends, on peut comprendre un peu que, pas qu'on comprend, on voit que de temps à autre, il y a des poussées de fièvre, d'expulsion des étrangers en Guinée équatoriale. L'accent mis beaucoup sur les Camerounais, parce que nous sommes les Camerounais, mais il n'y a pas que les Camerounais qui sont souvent victimes de ces expulsions. Parce que nous sommes les Camerounais, qu'est-ce que vous mettez dans cette phrase? Parce que, si vous voulez, on a la capacité de réagir quand même, hein, parce que nous sommes... et c'est plus incompréhensible pour nous. Si vous voulez, il y a un scandale qui est plus fort quand c'est les Camerounais qui sont expulsés, parce qu'il se trouve que la Guinée équatoriale et le Cameroun font partie d'un espace commun qui est la CEMAC. Et donc, ça sort un peu des sens. Donc, par rapport à ça, ça fait plus d'écho que l'expulsion, par exemple, des Nigérians qui sont également là-bas et qui font des activités qui, à un moment ou un autre, se trouvent à être perturbées par les autorités de ce pays qui, pour des raisons parfois électorales, il ne vous a pas échappé que ces expulsions arrivent très souvent lorsqu'il y a une petite crise interne. En ce moment, la Guinée équatoriale est en train de préparer son élection présidentielle avec M. Obiang-Nguema qui est là depuis Mathusalem. Et je crois que c'est une façon, quelque part, de détourner l'attention de son peuple, d'une partie de son peuple, de leurs difficultés quotidiennes, en faisant des Camerounais et des étrangers en général le bouc émissaire d'une situation qui n'est pas peut-être... Pas de xénophobie. Xénophobie, on peut dire que c'est une xénophobie à partir du moment où on chasse les étrangers quelque part, où on a de la haine pour des étrangers, ça s'appelle xénophobie, mais il ne faut pas le sortir d'un contexte, d'un contexte politicien, qui fait qu'en fait, des xénophobies, ça doit être mis en arrière-plan par rapport à des préoccupations de politique politicienne. Comment comprendre que ceux détenant même les cartes de résidence soient expulsés, puisqu'officiellement, ce sont ceux qui sont de façon irrégulière qu'on dégage, pour parler trivialement. Mais c'est bien ce que je disais. La principale préoccupation ici n'est pas de chasser les étrangers parce qu'ils sont nuisibles, entre guillemets. Je crois qu'on répond peut-être à une attente. Il y a un appel d'air populiste. Il y a un appel d'air populiste en ce moment où les Équato-Guinéens vont certainement reconduire leur président qui est là depuis 1979. Donc ça fait combien 42 ans, 43 ans. Donc c'est un appel d'air populiste parce qu'il y a une classe peut-être de la population qui va se sentir, entre guillemets, soulagé de savoir qu'ils vont prendre les biens, ou bien les emplois, ou bien les activités des étrangers. Et puis, en ce moment, si ça endort un peu, c'est une diversion. Donc, ça, il faut en tenir compte. Mais il y a une dimension proactive qu'il faut actionner, notamment de la part des autorités camerounaises. Peut-être que... On en parlera dans le cours de cette émission. Merci beaucoup, Éclador Pécois. Avec le concours de notre correspondant Narcisse Enama dans le sud Cameroun et la plume de David Sanjo, nous allons nous rendre à Kiossi. C'est la zone frontalière entre les deux pays.
Près de 300 Camerounais ont franchi la barrière sans leurs biens et les autres sont arrivés abandonnant leur famille derrière. Ce jour, c'est au total 247 ressortissants camerounais qui ont été expulsés du territoire équato-guinéen en laissant pour certains femmes, enfants et pour d'autres des biens matériels et de l'argent. Ici à Kiossi, à la frontière terrestre avec la Guinée équatoriale, ce jeudi, la suite du refoulement massif débutait le 20 octobre dernier. C'était grave. Il ne dit pas que si la personne qui voulait rentrer, il rentre. Il vient seulement un séjour, ramasser les gens avec toutes les choses qu'on a laissées là-bas. Donc c'est grave. Par exemple, moi, j'ai mon restaurant que je viens d'ouvrir. J'ai dépassé beaucoup d'argent là-bas. Mais les gars, moi, j'ai perdu tout. Certains infortunés, partis du Cameroun, parfois depuis 5, 7 ou même 10 ans déjà, racontent leurs mésaventures. Je suis parti au commissariat rendre visite, il y avait un ami qui était enfermé. Il m'appelle qu'il veut la cigarette et un bout de pain. On me laisse bien, j'entre, je donne le bout de pain, il veut sortir. Un policier que je connais très bien. Il m'appelle qu'il veut me présenter. Quand il me présente, il me dit que non, tu n'as pas la résidence, dépose ton sac. Alors que je suis sorti de la maison, comme vous voyez là, il m'a un habit, rien, changé, rien. J'ai fait 5 jours en cellule. Donc ils sont fouillés tous les gens qui sont arrêtés. Il m'a pris mon 120 000. Avec mon collègue qui sont fouillés, nous tous. Ramasser notre l'argent. Mon 120 000 sont pris. Frappés. Même il y a une femme là-bas en prison. Sur le chemin du retour forcé, ses compatriotes confessent être passés par la case cellule, brimade et torture physique. Dans la colonie, des femmes enceintes ont accouché avant le terme de leur grossesse. La plupart des refoulés errent dans la ville de Kiossi, cherchant pitance. En fonction des statuts, une poignée est accordée dans le commissariat de la localité. Vous l'avez entendu, des Camerounais qui sont chassés, dépouillés de leurs biens, certains brutalisés dans ce pays de Biangema Bazogo. Un grand vacarme quand même dans le volet diplomatique. Vous avez suivi le consul de Bata qui a organisé le rapatriement volontaire de 15 Camerounais à partir de samedi 29 octobre. Des Camerounais qui partent sans leurs biens. Alors, comment expliquez-vous que la diplomatie des deux pays n'arrive toujours pas à endiguer ce phénomène? Nous sommes en zone de libre échange, nous sommes à l'ère de l'intégration sous-régionale. J'ai lu le communiqué du consul du Cameroun à Bata. Je me demande s'il y avait nécessité de le rendre public. Et cela traduit tout simplement l'absence des bons conseillers en communication auprès de certains responsables de l'administration publique, parce que c'est scandaleux ce qui est contenu dans ce communiqué. Il annonce des choses qui ne sont pas probantes. Il dit d'abord qu'on a promis qu'il y aura un déblocage, et puis en attendant ce déblocage, on va organiser le transfert de 15 personnes. Votre reportage parle de 250 personnes déjà pour un seul jour. Donc vous imaginez un peu les effectifs qu'il y a à expulser. Et monsieur le consul se donne le droit, l'autorisation d'écrire que le Cameroun a mis en place un dispositif pour rapatrier les Camerounais, et puis lui va s'occuper de 15 personnes. Je ne sais pas de qui il se moque, ou bien s'il mesure la gravité de ce qu'il a écrit, mais il aurait pu se priver, vraiment il aurait pu faire l'économie de ce communiqué. Maintenant, pour revenir à ce que nous disons au niveau de la diplomatie, le Cameroun fait partie, tout comme la Guinée équatoriale, d'un espace commun qui s'appelle la CEMAC. La CEMAC a ses règles de fonctionnement. La CEMAC promeut la libre circulation des personnes et des biens, la libre circulation des personnes et des biens, et que dans le cas d'espèces, lorsqu'il y a une violation de ces dispositions qui sont contenues dans la charte de la CEMAC, on se doit de saisir les organes communautaires qui sont en charge de réparer le préjudice qui a été commis, qui a été infligé aux populations. La CEMAC n'est pas une institution qui existe seule. Par exemple, on a vu le pendant de la CEMAC qui est la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. On sait comment ça se passe. J'ai eu le bonheur de voyager dans plusieurs pays
de la CEDEAO. Et chaque fois que j'arrivais à l'aéroport, j'étais toujours frappé du fait qu'il y avait un couloir spécial pour les ressortissants de la CEDEAO, où les exigences sont vraiment inexistantes. Parfois, on les demande simplement la carte nationale d'identité de leur pays d'origine, et puis on les laisse passer. Bon, pour nous autres qui ne sommes pas de la CEDEAO, on a les exigences qui sont celles de tout le monde, notamment les passeports, les cartes de vaccination, etc. Mais pourquoi ça coince en Afrique centrale? Mais ça coince parce qu'il n'y a pas une volonté politique. Il n'y a pas une volonté politique pour régler cette affaire. Ça me permet de revenir sur un document que j'ai lu ces derniers temps-ci d'un homme politique qui est là quand même depuis un certain nombre d'années et qui parlait un peu, je veux citer Dominique Tchameni, donc qui a fait une publication pour définir un peu la différence qu'il y a entre la nature et la forme de l'État. Moi, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux il y a quelques jours. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, parce que la nature de l'État du Cameroun aujourd'hui n'est pas véritablement en faveur de la protection des citoyens, parce que, à défaut de le faire par lui-même, parce que l'État pouvait prendre en charge ces rapatriements, bien la défense des personnes qui sont ainsi rapatriées, au moins les inciter à attraire la Guinée équatoriale devant les instances communautaires qui sont prévues pour ça, parce que la Guinée équatoriale ne peut pas violer impunément les droits des citoyens et puis il n'y a pas de conséquences. Bon, il faut déjà qu'on sache que les citoyens ont des droits. Vous dénoncez une sorte de laxisme des autorités camerounaises face à ce que subissent les Camerounais en terre. Oui, parce qu'en fait, les autorités équato-guinéennes savent très bien qu'il n'y a pas de conséquences à maltraiter les petits citoyens qui viennent se débrouiller, puisqu'il y a des connexions entre eux. Rappelons quand même qu'il n'y a pas très longtemps, un célèbre opposant au président équato-guinéen était à Yaoundé dans un hôtel luxueux, et puis on l'a rapatrié, on l'a arrêté pour le rapatrier à la demande du gouvernement équato-guinéen. Ça veut dire qu'il y a des connexions entre membres du gouvernement équato-guinéen et camerounais qui se supportent, parce que ceux qui sont les victimes, ce sont les petites gens. C'est ceux qui sont allés en Guinée équatoriale, comme vous avez dit dans votre introduction, à la recherche d'un certain Eldorado, parce que la richesse entre les deux pays est un peu différente. Mais ils sont délaissés pour compte, parce que vous ne pouvez pas faire ça à des Camerounais qui sont, entre guillemets, protégés par l'establishment, par la nomenclature en Guinée équatoriale, et il n'y a pas de coup de fil qui demande à faire des réparations. C'est parce que ceux qui sont repoussés là, comme on dit, ce sont des orphelins, ce sont des laissés pour compte. Eklador Pekwa, quand on parle de relations amicales, de relations diplomatiques, on parle aussi de rapports de force. Tout à fait. Le Cameroun, c'est la locomotive de l'Afrique centrale, qui est le carrefour des ressortissants des autres pays. Ils mènent leurs activités tranquillement. Comment comprendre qu'un pays, on n'a pas à sous-estimer la Guinée équatoriale, ce n'est pas la taille géographique ou démographique qui constitue la force d'un État forcément, mais comment comprendre que les Camerounais, les ressortissants de ce grand pays, soient aussi malmenés, entre guillemets, dans ce pays? Les Camerounais d'en haut ne peuvent pas être malmenés en Guinée équatoriale parce qu'il y aura forcément des représailles, ou bien on va régulariser un certain nombre de choses. Les autorités équato-guinéennes ont beaucoup d'intérêts privés à Yaoundé, il faut déjà le savoir. Donc, ce n'est pas une affaire d'État à État, c'est une affaire, si vous voulez, d'une caste au sommet de l'État qui gère. Maintenant, je refuse aussi de considérer, parce que votre introduction m'a fait un peu peur, le Cameroun ne doit pas profiter de sa dimension, si vous voulez, de superpuissance au sein de la CEMAC pour dénier aux pays qui sont à côté de lui leur souveraineté. La Guinée équatoriale, c'est un État souverain, c'est un État indépendant qui, à ce titre, a le droit de mener la politique intérieure qui lui convient à condition de respecter les règles. Si ce sont des Camerounais qui sont dans une situation de délinquants, si vous voulez, des marginaux là-bas, on doit pouvoir les rapatrier, mais en respectant les règles, notamment qu'il y ait des procédures au niveau des tribunaux et qu'on ait très bien vu pourquoi est-ce qu'ils sont expulsés. Mais il s'agit, si vous voulez, des gens qui sont à la recherche de leur pain quotidien, qui sont à la recherche d'un Eldorado,
et dont les droits sont déniés parce qu'ils sont des Camerounais, ce sont des citoyens camerounais qui sont allés faire mener leurs activités en Guinée équatoriale et qui sont protégés par la charte de la CEMAC. Alors, on leur dénie le droit déjà de bénéficier de la charte qui profite à tous les ressortissants camerounais. Et quand bien même ils sont ainsi abusés dans leurs droits, ils sont ridiculisés aussi bien par les oppresseurs que par leur État, parce que dit qu'on va rapatrier 15 personnes, alors que par jour, on a en reste 250 personnes. Il y a un problème de communication. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça reste comme ça sans suite. Alors, donc, il est important pour le Cameroun de ne pas profiter de sa force, entre guillemets, pour, si vous voulez, faire un impérialisme sur les autres pays qui sont voisins, parce que nous aussi, on est jaloux de notre souveraineté. On a vu pareil avec le Nigeria voisin, toute proportion gardée, et qui est pour nous ce que nous sommes pour la Guinée équatoriale. Vous êtes de ceux qui pensent que c'est bien dommage que l'hospitalité camerounaise ne fasse pas tache d'huile dans les autres pays de la sous-région? Oui, déjà que même les pays, même la population équato-guinéenne dans son ensemble est hospitalière. Et le problème qui se pose, je l'ai dit d'entrée, c'est un problème d'instrumentalisation par rapport à une situation interne, précise, qui est aujourd'hui l'élection présidentielle au niveau de la Guinée équatoriale. On va faire en sorte que pendant la campagne qui s'annonce, on va oublier que M. Obiang Nguema est là depuis 43 ans pour se focaliser sur les expulsions des étrangers, entre guillemets, indésirables. Donc c'est un effet de politique politicienne qui fait qu'on détourne l'attention sur les problèmes réels qui peuvent être ceux de la société équato-guinéenne aujourd'hui. À quoi sert donc ce panafricanisme ressassé à longueur de temps et ce qu'on peut également appeler la diplomatie de présence agitée par nos gouvernements? Tout ça, ce sont des éléments, si vous voulez, artificiels pour asseoir un régime, panafricanisme ou pas. Le plus important, c'est le respect de l'état de droit. Il faut que les règles qui ont été acceptées communément par les uns et les autres, par les États, soient actionnées lorsqu'il y a une violation des droits. Dans le cas d'espèce, on devrait encourager les Camerounais qui sont expulsés à actionner les mécanismes judiciaires qui sont contenus dans la charte de la CEMAC pour poursuivre l'État équato-guinéen pour non-respect de ces accords, de ces engagements, parce que la Guinée équatoriale a signé des engagements de libre-échange, de la circulation des personnes et des biens dans cet espace qui est celui de la CEMAC. Si ces règles-là sont violées, il est important que ceux qui ont violé ces règles puissent en rendre compte et qu'ils puissent, si vous voulez, être condamnés par la justice. Vous avez parlé tantôt des Camerounais qui partent chercher leur pitance. A priori, vous parlez des Camerounais qui vont pour leur pitance, des gens qui survivent, qui vivent au jour le jour. Dans ce contexte-là, quels moyens disposent-ils pour porter plainte et avoir gain de cause face à un État comme la Guinée équatoriale? N'est-ce pas là la responsabilité de l'État du Cameroun de mener cette opération? C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, peut-être que grâce à votre émission, des responsables de la société civile peuvent s'occuper de cette question. Vous avez très bien vu aujourd'hui, lorsque les droits de certaines catégories des populations sont violés, notamment on a vu les violences avec les sextapes d'un de vos célèbres confrères, et c'est la société civile qui s'est emparée du dossier, qui a commencé si vous voulez, à mener les enquêtes. On peut aussi espérer que l'association des avocats indépendants, peut-être, etc., tout ce que vous imaginez, qui ont cette capacité d'attraire l'État équato-guinéen devant les instances communautaires de la CEMAC, parce qu'il y a une violation flagrante des droits de ces laissés pour compte, qui ne connaissent pas toujours leurs droits et qui ne sont pas protégés. Donc il y a cet accompagnement étatique qui est nécessaire. Si l'État ne peut pas le faire par lui-même, la société civile peut prendre le relais et puis amener ces populations à pouvoir bénéficier d'une réparation des dégâts qui sont les leurs. J'ai suivi le reportage de cette dame qui allait chercher sa pitance en Guinée équatoriale, qui a ouvert son restaurant. Vous avez bien suivi son capital, 120 000 francs, et qui a été tout pris. Elle revient avec son enfant sur les bras sans rien du tout. C'est pas important, c'est vrai, mais c'est ce qu'elle avait. Il faut pouvoir rassembler des éléments comme cela et puis porter plainte contre l'État du pays. Alors, le Cameroun est entouré de 5 pays
dans la zone CEMAC avec lesquels ils constituent des entités économiques telles que la BDAC, la CEMAC, la CEAC, la BEAC, la CEAC. Pourquoi ne pas élargir cette union institutionnelle vers une solidarité et un dialogue plus constructif des peuples de la sous-région? Parce que ces associations que vous avez citées sont des associations de sommet, des dirigeants. C'est un cartel, un syndicat, c'est un syndicat de gouvernants. Ce n'est pas une affaire où les populations sont en première ligne. Oui. On ne va pas parler d'une association, si vous voulez, la société civile ne s'implique pas, parce que ce sont des choses qui ont été faites au sommet, et il n'y a pas de mécanisme d'appropriation par la population, par les populations à la base. Parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement, une appropriation. On voit très bien qu'il y a des associations qui se créent pour la promotion de ces valeurs-là et qui ont pignon sur rue. C'est une entente gouvernementale. Pour le moment, ce sont des ententes gouvernementales. Il n'y a pas de pendant au niveau de la société civile pour une appropriation de quelque chose qui les concerne. Ça revient encore dans le débat que j'ai évoqué tout à l'heure sur la nature de l'État même, parce que si l'État était au service des populations, je crois qu'il devait avoir cet accompagnement et on devait encourager les populations à être les premiers boucliers, les premiers défenseurs de leurs propres droits. Ce n'est pas une affaire qui concerne le cartel des dirigeants, des gouvernants, qui, eux, ont d'autres préoccupations. Je redis qu'il est impossible. Il est impossible vraiment que ce qui est arrivé à ces populations, c'est laissé pour compte à... C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ça ne peut pas arriver pour les intérêts des responsables équato-guinéens à Yaoundé, comme ça ne peut pas arriver pour ceux qui sont installés à Malabo ou à Bata avec l'onction des responsables étatiques camerounais. On sait bien qu'on cible, ce sont des laissés pour compte de la société camerounaise, ce sont des cadets sociaux qu'il faut accompagner pour qu'ils puissent avoir, si vous voulez, droit au chapitre. Et ce sont ces cadets sociaux qui constituent le plus gros de l'effectif des populations de cette sous-région. Voilà, nous parlons de panafricanistes, et il y a certains qui les qualifient de panafricanistes du dimanche. Et vous savez, le père Obiangé Mabazogo est présenté comme le père du panafricanisme en Afrique. Nous sommes en pleine période, pleine promotion de la zone de libre circulation des hommes et des biens, de l'intégration sous-régionale, de la zone de libre-échange continentale africaine. Ça reste sur du papier au regard de ce qui se passe sur le terrain. Il y a encore du chemin à faire, notamment pour la sous-région Afrique centrale. Il y a beaucoup de chemin à faire, pas seulement au niveau des dirigeants, mais surtout aussi au niveau de la population qui doit faire le discernement avec des campagnes d'abrutissement. Parce que quand vous voyez cette façon de parler du panafricanisme où on encense certains qui ne sont véritablement pas des modèles, il faut questionner les raisons pour lesquelles ces campagnes sont menées et combien ça coûte pour les contribuables des pays concernés. Donc vous ne verrez pas, n'est-ce pas, ces panafricanistes entre guillemets qui célèbrent le président Obiangé Nguema parce qu'ils n'ont jamais interrogé la longévité de son mandat à la tête de son peuple. Ça ne peut pas être un fait du hasard. Parce que le président camerounais, il a 40 ans, il est dépeint comme vous le savez, et d'autres à côté de lui à 43 ans, personne pratiquement n'en parle. Donc il faut questionner cette démarche-là et savoir que ce sont des bonnes actions de communication qui sont mises en avant et qui ont leurs effets. Malheureusement, la réalité est là. C'est difficile de changer de façon de s'asseoir. Parce que dans le cas d'espèce, maintenant que nous avons des rapatriés sur la main, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Les élections, dès que les élections vont se terminer, certains vont revenir parce que vous avez bien vu dans votre reportage que la plupart vont rester tournés autour de Kiossi, c'est-à-dire qu'à la frontière. Et quand la situation va se normaliser, il y aura des effets de corruption, ils vont revenir. Et puis on sera reparti pour un nouveau cycle. Voilà. Et Cladon Péquois, dans ces différents pays, on vous dira, les Camerounais occupent tous les segments, ils sont dynamiques, que ce soit la terre, l'intelligentsia, ils sont prêts. Sommes-nous victimes de cela? Déjà, il faut se poser la question de savoir si c'est vrai. Est-ce que... si c'était vrai? Mais même si c'était vrai et que les règles le permettent,
il faut savoir quel est le modèle que nous avons choisi, que le modèle que la CEMAC dans son ensemble et la Guinée équatoriale fait partie de la CEMAC a choisi. S'il y a une libre circulation des personnes et des biens et que le travail est réglementé, donc on sait très bien que le travail de la terre ne peut pas avoir des réglementations qui sont impossibles pour ceux qui veulent travailler. Ceux qui veulent travailler, s'ils sont encadrés par la loi, s'ils sont protégés par la loi, devraient pouvoir le faire. Si c'est interdit, oui, on dira qu'il y a des restrictions qui sont établies. Vous ne pouvez pas ouvrir vos frontières à des gens qui viennent chercher, qui viennent aussi développer votre pays en créant, à part des activités créatrices de revenus. Et puis, à un moment donné, vous vous fâchez de ce que votre pays est devenu un producteur respectable de cacao, parce que la production de cacao aujourd'hui en Guinée équatoriale, elle est, si vous voulez, c'est une activité secondaire avec la richesse du pétrole il y a eu un effet d'éviction où les gens sont partis dans des secteurs plus rentables et ont laissé les secteurs moins rentables qui sont occupés par les étrangers. Les emplois de base de tâches en Guinée équatoriale, c'est les Camerounais, c'est les Nigérians. Un petit restaurant comme ce qu'on vient de voir, le secteur informel, etc. Et encore quand on peut formaliser le secteur informel, il y a des mécanismes pour sortir de l'informel. Et ça se passe très bien au Cameroun avec les performances de l'administration fiscale qui s'adaptent très bien. Ça peut être dupliqué en Guinée équatoriale. Le problème c'est qu'il y a des secteurs plus porteurs qui attirent les ressortissants de ce pays, lesquels délaissent les secteurs moins porteurs qui sont occupés par des gens qui chez eux n'ont pas eu la possibilité d'avoir même ces secteurs qui sont minoritaires là. C'est un peu comme aussi le secteur agricole, c'est très courant. Aujourd'hui, en Espagne, en Italie, les pays du sud de l'Europe, les travailleurs agricoles, pour la plupart, c'est les Marocains, c'est les Tunisiens, c'est les Africains du sud. Des immigrés. Des immigrés qui viennent de l'Afrique. Il y aura certainement des incidences sur le plan économique lorsque ces petites mains, ces producteurs de l'économie sont expulsés de cette façon et dont les biens vont être accaparés par les ressortissants de ce pays-là. Nous allons évoluer dans cette émission en nous intéressant à un autre fait d'actualité qui a marqué cette semaine. Il s'agit de la problématique de l'humanisation des soins de santé. Le prétexte étant les malades qui ont été séquestrés à l'hôpital La Quintini de Douala pour insolvabilité et cette circulaire qui n'a pas cessé de faire parler d'elle, le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam qui ordonne à ses collaborateurs de ne prendre en charge que des patients qui déposent une caution de 50 000 francs CFA. Reportage. L'humanisation de soins telle que conçue par l'État au plus haut niveau veut que les patients soient pris en charge avant de s'acquitter de frais y afférents. Mais la réalité semble être tout autre dans nos hôpitaux. Même s'ils voient que tu veux même déjà mourir, si tu ne sors pas l'argent, on ne te soigne pas. Parce qu'on a dit qu'il y a une caution à payer alors que le malade est en train de saigner. Il est là, il est couché, il est en train de saigner, il peut même mourir. Malaise confirmé par le président du syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun. À l'origine, un manque de contrôle de qui de droit. Sylvain Gaonana pointe également du doigt les grilles tarifaires logées à différentes enseignes dans des hôpitaux de même catégorie. C'est une dérive de trop qui demande un coup de pied dans la fourmilière. Il faut que ça s'arrête. Il faut d'abord qu'on soigne. Il prescrit la transparence pour retrouver la guérison. Également dans son ordonnance, l'affichage à l'entrée et même dans les chambres de la tarification de différents actes, un texte qui édifie clairement sur les droits du patient et un autre sur les obligations de l'hôpital. Avec tout cela, on devrait se retrouver vraiment dans cette humanisation des soins. À ce niveau, intervient le counseling pour passer l'info aux souffrants, pas toujours de bonne foi. Quelqu'un peut être nanti, mais refuse de payer. Et s'il faut que ça devienne obligatoire, il faut que ce soit encadré par la loi. D'où le recadrage du ministre de la Santé publique qui, dans une circulaire, annule la décision du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam relative au dépôt de 50 000 francs CFA avant d'être admis. Ils seront pris en charge par bon de commande, a dit Manaouda Malachi sur papier. Retour sur ce plateau avec vous, Éclador Péquois et Abel Lurette. Le gouvernement a déclaré Santé pour tous en l'an 2000, rendu en 2022.
Où en est-on justement avec la politique sanitaire au Cameroun, malgré le décret présidentiel portant humanisation des soins et multiplication des hôpitaux? Santé pour tous en l'an 2000, ça a été fait dans les années, au milieu des années 80. C'était un slogan effectivement pour une projection sur une durée de 15-20 ans maximum pour que, en l'an 2000, que le Camerounais, quand on dit santé pour tous en l'an 2000, c'est quoi la réalité de ce slogan? C'est que les Camerounais puissent avoir accès aux soins de santé aussi facilement que possible en l'an 2000. Donc il y a eu tout un programme qui a été mis en place et puis la réalité économique est venue rappeler que ce n'était pas possible, notamment la fameuse crise au milieu des années 85-87 qui a conduit à des politiques d'ajustement structurel. Il y a eu des coupes budgétaires, notamment dans les secteurs sociaux, et la santé y est passée. Et puis le programme même qui avait été mis en place n'a pas pu être conduit à terme et qu'il faut revenir à la réalité. Donc ce qu'on voit aujourd'hui avec le problème des malades qui sont séquestrés ou bien avec la sortie très maladroite et très regrettable du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, c'est qu'il faut gérer les ressources rares. Et c'est une question qui sort du social pour l'économie. Comment faire aujourd'hui pour que il y ait un équilibre de soins de santé et que les gens puissent normalement être soignés même s'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité de ces populations. Je parlerai plus de ce que je connais à Bafoussam, pour dire qu'au-delà de la raréfaction des ressources disponibles, il me semble qu'il y a un sérieux problème de gouvernance à l'hôpital régional de Bafoussam, parce que c'est une ville où je vis, et vous devez notamment savoir que depuis plus de 2 ans, l'hôpital de référence de toute la région de l'Ouest, par exemple, n'a pas de scanner. Donc c'est assez incroyable. Et que vous pouvez aller dans la pharmacie de l'hôpital régional de Bafoussam, il n'y a pas les médicaments nécessaires. Du simple paracétamol, à certains moments, sont inexistants. Et là, la question qui se pose, c'est de savoir comment faire pour qu'il y ait une adéquation correcte entre l'approvisionnement en soins de santé primaires et puis la capacité même pour le personnel soignant d'être motivé pour travailler. Parce que c'est ce qui est reproché in fine au professeur Oro, qui est le directeur de l'hôpital régional de Bafoussam. Il y a une exigence financière dans les hôpitaux qui ont plus ou moins une autonomie en matière de fonctionnement. Qui va payer la note finalement pour la santé de ces milliers de Camerounais, notamment qui vivent avec moins de $2 par jour d'après le dernier rapport du PNUD. 60% de Camerounais vivent avec moins de $2 par jour. Mais la maladie, on ne prend pas rendez-vous avec elle. L'assurance santé universelle reste un serpent de mer au Cameroun. Qui va payer la note? Qui va payer? C'est l'État. C'est l'État qui va payer. Et si vous voulez, l'État doit pouvoir organiser les hôpitaux publics pour que ce soit fait normalement. Dans le cas d'espèce, ceux qui ont les moyens devraient aller peut-être dans les cliniques, comme on le dit. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, le seul recours reste l'État et les hôpitaux publics. Donc on doit s'assurer qu'il y a une qualité de soins minimale dans les hôpitaux publics pour tout le monde. L'accès, en revenant à ce fameux slogan, santé pour tous en l'an 2000. Les hôpitaux doivent garantir le minimum de soins possible pour les citoyens. Maintenant, s'il y a une qualité de soins améliorée, effectivement, on peut les monnayer et voir ça avec les populations qui ont un pouvoir d'achat élevé. On ne peut pas pour les simples personnes, parce que ce qui se passe aussi, c'est vrai que vous ne pouvez pas assumer ce que je dis forcément, mais si vous voulez, j'ai l'avantage de vivre dans cette ville-là et de savoir quand même qu'il y a de sérieux problèmes de gouvernance qui se passent en ce moment à l'hôpital Bafoussam. Ce n'est pas tout le monde. Il y a un système de 2 poids 2 mesures qui a été institué à l'hôpital régional de Bafoussam. Je suis journaliste, vous l'êtes aussi, donc tout le monde, vous pouvez mener des enquêtes et vérifier que les traitements ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Parce que pendant que certains, sous couvert de leur situation, peuvent bénéficier de certains soins primaires et gratuitement, quitte à ce qu'il y ait des défaillances d'approvisionnement
au niveau de la pharmacie et des équipements de base. Pendant ce temps, certaines autres catégories, y compris le personnel soignant, n'a pas les mêmes facilités parce qu'il y a des dérogations qui viennent du monsieur le directeur régional de l'hôpital. Donc, c'est des choses qui sont réelles, qui sont pour à Bafoussam. Et il y a, si vous voulez, une relation de défiance. Je voudrais également vous rappeler que l'hôpital régional de Bafoussam a un comité de gestion qui était présidé par l'ancien délégué du gouvernement et qui est aujourd'hui présidé par le maire de la ville de Bafoussam. Je vous fais fi de la qualité des rapports qu'il y a entre ces représentants des populations et puis les responsables de l'hôtel. Ces rapports ne sont pas du tout bons parce que les problèmes de gouvernance sont tels qu'il y a des choses à redire. Maintenant, si vous voyez bien que certains se prévalent de leur parrainage pour faire ce qu'ils font, ça devient très compliqué. Cette semaine, on a enregistré des cas à l'hôpital Akantini de Douala, des malades insolvables. Dans ces hôpitaux, il y a des services sociaux, on parle de bons verts. Mais après épuisement de bons verts, les hôpitaux se retrouvent démunis, n'ont plus de matériel minimum pour prendre en main les patients. Mais en attendant que les otages des hôpitaux soient libérés du jour au lendemain, ceux des chasseurs des rançons dans la Damawa ont été libérés cette semaine à Touboro et Ringele. Le cathéter de la liberté retrouvé après le dépôt d'une rançon. Monique vient de faire 3 semaines entre les mains des preneurs d'otages avec ce petit enfant de moins de 5 ans. Ils ont demandé de 40 millions pour la femme et 30 millions pour l'enfant. Son époux a gardé les douilles des munitions tirées pour forcer leur soumission cette nuit-là. Il a tiré le coup de fusil, il a tiré 2 fois. Donc comme je n'ai pas laissé la porte, après ils sont restés tous les deux sur la porte, ils ont cassé la porte. Une bonne partie du village syrie. J'ai payé 1 200 000 pour libérer ma femme. 16 mises en liberté en une semaine, les autorités de l'arrondissement de Touboro fustigent le refus de dénoncer et le versement des rançons. Les populations disent ne pas avoir le choix du fait de la souplesse des décisions de justice envers les preneurs d'otages qui, une fois sortis des geôles, règlent des comptes au mouchard. Face à cette menace qui pèse sur les éleveurs et les bergers, quel est l'avenir de leur secteur d'activité, surtout dans cette localité? Déjà, on a suivi le reportage, vous voyez un peu le décalage qu'il y a entre ces informations qui nous viennent du Mayorail et plus généralement de la période de la zone de savane qui sort de Ngaoundéré jusqu'au sud, jusqu'aux portes du Sahel, où l'activité des enlèvements sont des activités courantes et récurrentes qui permettent des enrichissements ou bien des transferts de richesses et pour lesquels il y a toujours des difficultés à comprendre le mécanisme. Vous ne pouvez pas les comprendre si vous ne vous intéressez pas à cette région-là. C'est l'occasion peut-être pour moi de saluer un jeune journaliste qui a été notamment délégué départemental de la communication du Mayo à son temps. Je veux parler de Chrétien Domché. Parce que ce qui nous donnait comme information du Mayo, ce n'était pas que le catastrophisme qu'on voit. C'est une région très riche pour le tourisme et toutes les autres activités. On aurait incité les Camerounais, si vous voulez, à faire des voyages et de découvrir les régions de leur pays. Malheureusement, depuis son départ, et puis tout le monde n'a pas son talent. Tout ce qu'on retient de ces régions-là, c'est les enlèvements des pasteurs, des bergers, et tout ce que vous voulez. Mais il faut comprendre. C'est la pauvreté ambiante. C'est la pauvreté ambiante, mais c'est aussi le fait qu'il y a des complicités très importante au sein de la société. Tout le monde y gagne, entre guillemets, sauf celui qui est déplumé. Parce que vous avez, à la fin de votre reportage, on a dit que ceux qui sont dénoncés sont faiblement condamnés et dès qu'ils sortent, il y a des représailles par rapport à ceux qui les ont dénoncés. Parce qu'ils se connaissent tous. C'est parfois des cousins, des oncles qui savent, ok, tel son bétail a été plus fructueux et on va lui prendre un peu d'argent en enlevant une personne qui lui est chère. Donc, il faut encore de ce point de vue aussi pousser à un meilleur encadrement entre les populations, entre elles, de sorte que ce qui est pris par du banditisme peut être pris légalement avec une meilleure fiscalisation des richesses dans cette région-là, pour que ceux qui sont riches, c'est l'État qui prend ces richesses
et non pas des bandits. Parce que dans le cas d'espèce, vous voyez très bien, dans la région du Grand Nord, les écarts sont très importants entre les riches et les pauvres parce qu'il y a une absence de fiscalisation adéquate de l'État. Merci beaucoup. Eh bien, la conséquence immédiate, c'est que dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé, la viande de bœuf coûte les yeux de la tête. Au-delà de Touboro, Ngaoundéré, à l'extrême nord du Cameroun, avec le phénomène de Boko Haram, les prises d'otages, suivi de paiements de rançon. Cette semaine, il y a eu un fait qui a défrayé la chronique. C'est une tante qui fait acte de cannibalisme. On va parler de saprophage, qui mord ses neveux à longueur de temps, aussitôt qu'elle est en colère. Elle a été rencontrée par les populations qui l'ont traduite devant les autorités. Reportage de Samuel Baïha. Et le lendemain, elle s'est donnée la mort. Reportage. Destin de 3 mineurs mordus à répétition sur le corps par leur tutrice. Le supplice leur était réservé tard les nuits, dans la chambre de cette cité, à Bonamoussadi, arrondissement de Douala 5e. Les enfants disent que quand elle est morte, elle les étouffe, elle met le tissu sur la bouche ou la main, elle ferme la bouche des enfants, donc les enfants ne peuvent pas crier. L'enseignante de la quarantaine, qualifiée par les voisins de cannibale, à en croire l'entourage, chaque fois, elle bastonnait et refusait à manger aux enfants. Elle ne les donne pas à manger. Quand il n'y a pas, vous partez comme ça. Vous rentrez, vous restez comme ça. Les week-ends, elle met les tas de pistaches au sol. Que les enfants cassent. Quand tu ne finis pas ton tas de pistaches, tu passes à la bastonnade. Les tantes, les matrettes, elle est morte avec les dents, comme les cannibales, donc comme un vampire. Nous sommes vraiment dépassés. On a même porté des forces pour l'amener à la gendarmerie. Et même comme ça, elle est ressortie. Elle tape l'enfant insistamment. Ce n'est que ce que moi j'ai remarqué. Une vie dans une main de fer ou des corrections sous l'emprise de la colère. La suspecte fait son mea culpa. Je ne suis pas moi un souci de sang. Je suis là, je suis un mère. Je dois être une modèle dans la société. Je suis pour lever les enfants qui doivent être positifs dans la vie, pas négatifs. Je m'excuse à tous les temps que je suis un mère d'enfants. Entendu une deuxième fois, ce matin, à la brigade terre d'Aquanor, la dame a été relaxée. Une affaire familiale, dit l'enquêteur. Les traces de vomissures sont encore fraîches ce matin. Sous la pression des intrigues, Annabelle Sou, enseignante vacataire, aurait bu un raticide pour se donner la mort hier, 25 octobre. Notre témoin requiert l'anonymat. Elle fait un pas, elle se retourne. Où ça peut? Si quelqu'un prend le remède de la souris, est-ce que ça peut tuer? Je suis quitté là-bas en disant aux enfants que venez, c'est grave. C'est comme ça, Annabelle a bu quelque chose. J'entre dedans, boum. Je viens trouver qu'elle a rangé toutes les choses dans le sac. Elle s'est assise sur ça, comme ça. Dès que comme je suis entré comme ça, boum, elle m'a poussé le sac comme ça. J'ai vu la façon. Elle est bien entrée, transpirée. Maintenant, il a soulevé la tête. Annabelle, dis-moi la vérité, tu as bu le remède? Elle dit que oui. Ces morsures à répétition ont marqué le corps des enfants de son frère. L'acte pour lequel elle voulait se soulager. Elle-même, elle a pris conscience, elle s'est agenouillée, elle a demandé le pardon. Et les gens du quartier ont accepté son pardon. Mais tout le monde n'a pas pardonné Annabelle, huée au passage et presque bannie. Et sa famille est venue, sa famille était même contre elle, malgré tout ce qu'on a fait là-bas. Sa famille était contre elle, avec ce qu'elle a fait. Sur la cour de la cité, ses élèves sont dévastés. Elle n'était pas seulement une enseignante pour moi, elle était une amie, mais plus qu'enseignante pour moi. Annabelle Nsou, d'après une source proche, souffrait de dépression. Réaction, Equador Péquois, je vous ai vu sourciller un tout petit peu. Oui, disons que c'est une tragédie qui appelle à notre conscience collective parce que cette dame-là était malade. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle souffrait d'un mal, on aurait certainement pu la sauver ou bien la comprendre si on lui avait apporté les soins nécessaires parce que tout n'est pas dans la répression, parce qu'elle l'a menée effectivement dans les brigades de gendarmerie, alors qu'elle n'est peut-être pas consciente au premier degré. Elle avait des troubles parce que on ne peut pas... si vous voulez, quelqu'un qui se donne la mort,
c'est l'étape ultime d'une situation qu'elle n'a pas pu gérer. Donc, si elle a décidé de se donner la mort, c'est qu'elle souffrait énormément. Elle n'a pas été comprise par son entourage et voilà ce que c'est devenu. Donc moi, je crois que on doit souvent laisser de côté des croyances en certains mysticismes qu'on voit, qu'on entend souvent dire quand les gens ont des problèmes de ce type, pour les écouter. Parce qu'il y a des cellules d'écoute, il y a des psychologues qui doivent aujourd'hui... C'est une profession qu'on croyait que c'était seulement pour les sociétés évoluées, mais aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, avec le mode de vie que nous avons, où les gens sont enfermés sur eux-mêmes, ne s'ouvrent difficilement, il y a des problèmes de socialisation ne se posent plus de la même manière qu'il y a 30 ou 40 ans. Les gens sont déchirés intérieurement et il faut les exorciser. Le terme est peut-être fort, mais il faut les exorciser avec leurs propres démons. Parce que c'est les démons qui vous rongent de l'intérieur et c'est psychologique, il faut parler avec les malades. Il faut saluer également la vigilance des voisins. Non, les voisins ont travaillé si vous voulez, au premier degré. Ce n'était pas de la compétence des voisins de la soigner. Aujourd'hui, ils ont au moins révélé qu'il y avait un malaise avec les enfants. Parce que regardez un peu, c'est un peu, il y a de la littérature qui a parlé de ce cas. Vous avez certainement lu le fameux chef-d'œuvre de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc ce personnage qui a deux visages, qui le jour soigne les gens et qui la nuit est un vampire qui tue les gens. Donc c'est un problème qu'il faut comprendre, ça existe. Ce n'était pas que les chefs-d'œuvre de littérature. Voilà une femme qui meurt dans le quartier, une enseignante qui meurt dans le quartier, tout le monde la vomit. Et ses élèves disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans le portrait qu'on fait d'elle. Donc c'était au niveau de son boulot. Elle avait des performances, elle avait transformé ses enfants, ses élèves en de véritables complices dans la vie. Et puis dans sa vie réelle aujourd'hui, elle est cannibale. Donc vous comprenez très bien que c'est des problèmes de psychiatrie, ça relève de la psychiatrie. Et on n'a pas suffisamment compris pour la traiter à temps. Et malheureusement, on perd un enseignant peut-être compétent, mais une tante, si vous voulez, pour utiliser le terme vampire. Actualité politique en ce moment, un mandat d'amener servi au secrétaire général à la présidence de la République qui fait grand bruit. Nous avons proposé une série de reportages pour éclairer la lanterne sur ce qu'est cette fonction redoutée et respectée à la fois. On présente le SGPR comme l'antichambre du pouvoir. Reportage. Se référant au décret du 9 décembre 2011, il est indiqué en son article 3 que le secrétaire général de la présidence de la République accompagne le chef de l'État dans sa mission. Le secrétaire général est l'homme de confiance du chef de l'État. Parce que quand on dit l'homme de confiance, cela veut dire qu'il gère tous les dossiers les plus souverains qui incombent au chef de l'État. Et à partir de là, je dois vous dire qu'au-delà d'assurer le primitif, le secrétaire général est l'œil, les yeux et la main du chef de l'État. D'après les dispositions de ce décret de 2011, le tout premier service administratif de la présidence de la République, c'est le secrétariat général, suivi du cabinet civil et des ministères de souveraineté, les marchés publics, le Conseil supérieur de l'État, la Direction générale de la Sûreté nationale, la CONAC et bien d'autres. Jouant un rôle purement administratif et technique, l'étendue des prérogatives du SGPR prête parfois à confusion avec celle du Premier ministre, chef du gouvernement. Mais une démarcation a été renforcée à travers le décret du 5 février 2019, portant délégation permanente de signature au secrétaire général de la présidence de la République. Le doyen peut être empêché et il demande au vice-doyen chargé de la scolarité de signer les cartes d'étudiants. Vous voyez, donc la délégation de signature permet juste au titulaire de se débarrasser d'une formalité telle que la signature et la transmettre à un subalterne. Une délégation de signature qui n'entraîne pas dessaisissement du président de la République, qui reste la tête pensante. En cas de survenance d'un contentieux dans les domaines délégués, ce n'est pas le secrétaire général qui est responsable, mais c'est le président de la République qui l'est. Si c'était une délégation de compétences ou de pouvoir, là, et seulement là,
S'il y a contentieux, c'est le délégataire qui est responsable, c'est-à-dire le secrétaire général à la présidence de la République. Il est donc le principal homme de confiance chargé d'assister le président de la République dans l'organisation du travail gouvernemental. C'est sur cette information que nous allons mettre un terme à cette édition de la rétrospective de l'information. Pour ce qui est des awards du Ballon d'Or camerounais, nos éditions spécialisées en sport vous serviront toutes les méandres de cette soirée spéciale. Mais avant, nous allons dire merci à notre invité Éclador Péquois, directeur de publication du journal Ouest Éco, journaliste, militant de l'UPC en politique. Merci d'être venu. Merci Monique. J'espère que les téléspectateurs ont plus ou moins profité des échanges que nous avons eus aussi sur ce plateau et que cela a pu éclairer leur lanterne sur une ou deux choses. Voilà. Eh bien, nous avons de très bons retours qui nous parviennent au fur et à mesure des téléspectateurs qui saluent la transversalité de votre culture générale. Merci d'avoir fait le déplacement de Bafoussam pour honorer à ce rendez-vous de la rétrospective de l'information. Mesdames, Messieurs, quant à vous, nous vous disons merci d'être toujours là, par milliers d'un dimanche à un autre, pour nous donner davantage de la motivation de poursuivre cette œuvre dominicale. À dimanche prochain, je serai des vôtres avec le même bonheur. Portez-vous bien et à bientôt.